Alors, pendant ces petites minutes d'installation, je voudrais en profiter pour remercier les organisateurs de ces journées d'études et en particulier Jean-François qui m'a invité à réouvrir des dossiers un peu anciens sur les ponts, un peu moins anciens sur les berges, pour les examiner à la lumière de cette question de Notre-Dame, à moins que ce soit l'inverse, d'examiner Notre-Dame au carrefour de ces questions. Alors, donc Notre-Dame et l'île de la Cité au carrefour des infrastructures. Donc, arrivé à ce stade de la journée, lorsqu'on parle d'infrastructure, on pense peut-être spontanément à la question de l'automobile, dans la diapositive suivante, qui, comme avait pu l'écrire Mathieu Flonneau, a pu paraître défier Notre-Dame. Vous voyez ici à la fois la caricature de Patou qu'il reproduisait dans l'un de ses articles parus dans la revue d'Histoire urbaine en 2003. Donc, effectivement, on recommande de ne pas klaxonner pendant les offices, une manière de recevoir, en fait, de traduire la polémique soulevée notamment par la question de la voie express Rive-Gauche. Mais en fait, il serait peut-être plutôt tentant de se demander si ce n'est pas plutôt Notre-Dame et le patrimoine qui défient l'automobile, ainsi que je vais tenter de suggérer cette piste. Alors, en réalité, lorsque j'envisage le terme d'infrastructure à l'échelle de cette intervention, c'est évidemment dans une perspective plus vaste qui croise à la fois la voirie et le fleuve, donc cette idée de carrefour des infrastructures, mais également en réfléchissant à une échelle également plus vaste que celle de l'île de la Cité, pour regarder un peu plus largement en tout cas, ce qui se passe en matière d'infrastructures, d'ouvrages d'art, un peu plus loin, donc ce qui revient à envisager l'échelle du quartier, qui concerne la circulation routière, ou celle des déplacements fluviaux, dans le cas du fleuve. Alors, comme peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec la dénomination des ponts, je me suis permis de mettre une petite légende ici qui permet de savoir de quels ouvrages on parle, même si je ne parlerai pas de l'ensemble d'entre eux. Et donc, dernier élément de contextualisation, évidemment, c'est que pour comprendre ce qui se joue dans les années 60 et 70, il importe de mesurer en fait l'épaisseur des strates historiques dans ce cadre-là. Alors, cette coupe transversale générera hélas un certain nombre non pas de redites, mais du moins fera réapparaître des images que vous avez sans doute déjà vues dans la première partie de cette matinée. Diapositive suivante. Alors, donc cette image, qui évidemment peut paraître familière à plus d'un titre, qui nous montre en fait le célèbre panorama de la Seine pris depuis Notre-Dame, à une date qui n'est pas totalement sûre, mais autour de 1908. En tout cas, nous sommes avant la crue de 1910. Donc, elle est effectivement familière. On reconnaît bien le paysage que l'on connaît. Pourtant, il faut être attentif à un certain nombre de différences significatives. La première d'entre elles, c'est ce qui se passe sur les quais bas, sur les berges, qui à cette date-là ont encore un usage pratique. Ce que vous voyez entre le pont de l'Archevêché et le pont, entre le pont de l'Archevêché et le pont de la Tournelle. Donc, ce sont un bas-port sur lequel on décharge des matériaux de construction. Un peu plus loin, on y décharge les tonneaux qui rejoindront la halle au vin. Alors, sur cette image particulière que j'ai choisie à dessin, on voit notamment la construction ici, l'achèvement des quais. Alors, la grue que l'on voit ici n'est pas une grue à usage portuaire, mais une grue qui sert donc à l'achèvement de du quai. Et surtout, donc, l'autre raison pour laquelle j'ai choisi à dessin cette image, c'est qu'elle montre ce que peut être l'intensité du trafic fluvial dans ces années-là, et donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, j'attire aussi votre attention sur donc les ponts que l'on voit ici, puisqu'en fait, ils présentent encore leur physionomie du 19e siècle, notamment ici le pont de la Tournelle. C'est avant sa transformation au 20e siècle. Donc, il présente encore les arches d'origine, si je puis me permettre. Donc, il a simplement été élargi pour la circulation par des encorbellements en fonte, mais les arches sont toujours les mêmes et donc sont extrêmement contraignantes
pour la navigation. Alors, je vais m'intéresser en premier lieu au pont du Petit Bras, qui, eux, ont conservé aujourd'hui, comme le rappelait Nathalie à l'instant, ont conservé leur physionomie du 19e siècle. En fait, ils sont même modelés précisément par les projets en cours sur ces morceaux de ville, qui n'ont pas tous été évoqués. Donc, j'évoquerai évidemment la démolition de l'Hôtel-Dieu, mais également la canalisation du Petit Bras de la Seine, qui est extrêmement important pour ce dont on parle. Diapositive suivante. Alors, pour mémoire, je remonte donc cette image pour rappeler deux choses. La première que vous savez, donc que le Petit Pont est l'une des portes d'entrée dans l'île de la Cité, avec le Petit Châtelet. Le deuxième, que le Pont-au-Double est étroitement lié à l'Hôtel-Dieu, donc il est l'une de ses excroissances sur la Seine, puisqu'il soutient des salles de l'Hôtel-Dieu, mais il est également un moyen de communication entre les deux rives, puisqu'en fait, il tire son nom de ce qu'il fallait payer, double denier, pour traverser à pied. Alors, ces ponts, si on regarde cette fois-ci ce qui se passe en dessous de leur tablier, ce sont des ponts dont les arches sont étroites. Donc on le voit plutôt sur les images de gauche, on voit les images de droite, pardon. On voit également les fameux cagnards de l'Hôtel-Dieu, qui sont fustigés par les hygiénistes. Alors, diapositive suivante. Alors, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, au moment où se met en place ce projet de canalisation de la Seine, qui se matérialise par une image que je ne vous montre pas, mais que vous avez peut-être en tête, donc la présence d'une écluse à l'extrémité, l'écluse de la Monnaie, qui se trouve juste à côté du Pont-Neuf, ça va de pair avec le remplacement de tous ces ponts et la simplification des arches. Alors, je voudrais m'arrêter une seconde sur ce petit pont qui, évidemment, est tout sauf spectaculaire, mais à bien y regarder, non, c'est pas à bien y regarder, quand on considère en fait les conditions de ce projet, il a tout d'une petite prouesse technique. En fait, ce pont est extrêmement contraint dans son tracé. La forme du pont, c'est la résultante entre l'espace navigable et le niveau du roulage, le niveau des quais. En fait, donc, je parle de petite prouesse technique parce qu'en fait, à cette date-là, c'est un pont qui doit présenter 31 mètres de portée et un surbaissement du 10e, ce qui encourage en fait à recourir à une technique peu utilisée à l'époque, qui est une maçonnerie de ciment de Vassy. Alors, le ciment de Vassy, excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est un ciment dont la prise est tellement rapide que généralement, on ne l'emploie pas pur. Et la technique qui est utilisée ici n'est pas encore tout à fait du béton armé. Ce n'est pas tout à fait du béton, mais ce n'est déjà plus de la maçonnerie. C'est une technique dans laquelle le lien étroit entre de la meulière et du liant en fait, donne une importance particulière à ce liant. En fait, donc, ce pont est reconstruit donc, pour ces raisons-là, en lien avec le deuxième, donc le Pont-au-Double sera également reconstruit à ce moment-là. Diapositive suivante. Donc le petit pont donc, subsiste aujourd'hui. En revanche, le Pont-au-Double, lui, est de nouveau reconstruit entre 1881 et 83. Cette fois-ci, c'est lié à la fois à la démolition de l'Hôtel-Dieu et aussi, ce que vous devinez sur l'image, sur la vue aérienne qui se trouve en haut, c'est également lié à la volonté de davantage le raccorder avec la voirie environnante. Puisqu'en fait, puisqu'il n'est plus contraint par la présence de l'Hôtel-Dieu, on le déplace pour améliorer la circulation entre l'île de la Cité et les rives. Diapositive suivante. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire, des contraintes qui pèsent sur le renouvellement de ces ponts, se mesurent plus largement à l'échelle d'autres ouvrages qui sont environnants de l'île de la Cité. C'est le cas du pont Notre-Dame. Le pont Notre-Dame qui est reconstruit en 1853 avec des arches qui sont jugées relativement trop étroites, est une contrainte pour la navigation. L'une des arches du pont Notre-Dame porte le nom redoutable d'Arche du Diable, c'est ainsi que les mariniers l'ont surnommé. Et pour le pont Notre-Dame et pour le pont de la Tournelle, on choisit, à quelques années d'écart, de remplacer les arches centrales par une immense arche, une arche très surbaissée qui évidemment est beaucoup plus favorable à la navigation. Alors, ça c'est ce qui concerne les points communs de ces deux ouvrages, mais je voudrais m'attarder un peu plus sur le cas du pont de la Tournelle, diapositive suivante, qui nous intéresse dans ce lien entre les ouvrages d'art, entre la conception des ouvrages d'art et la proximité
de ce tissu monumental qui est à la fois, notamment la présence de Notre-Dame. Alors, vous le savez peut-être, le pont de la Tournelle est construit avec une structure en béton armé, donc cette opération qui est réalisée en 1928, mais un concours est lancé pour revêtir ce pont d'une maçonnerie qui a vocation à ressembler à de la maçonnerie de pierre, ce que l'on voit sur l'ouvrage réalisé, pardon. Et surtout, ce pont, de manière relativement rare à Paris, en fait, s'enrichit d'une sculpture, donc en l'occurrence la statue de Sainte-Geneviève, conçue réalisée par Paul Landowski et qui donc culmine sur cette espèce d'arc-boutant libre qui est tourné vers Notre-Dame. Alors, c'est assez intéressant, évidemment, parce qu'on voit ici le lien entre le poids du site, on pourrait dire, et puis la réflexion sur les infrastructures qui se mesurent ici en termes de physionomie. Alors, diapositive suivante. Alors, pour ce qui va nous intéresser ici dans les années 60, cette question du carrefour des infrastructures et le poids du site, les débats qui accompagnent leur reconstruction du pont Saint-Louis sont extrêmement intéressants. Le pont Saint-Louis, alors c'est aussi un de ces ponts qui est reconstruit au XIXe siècle. C'est un pont en fonte que vous voyez ici, donc d'une seule lancée, construit en 1862. Et qui, en fait, est détruit par une barge en 1939, une barge heurte l'une des culées, et donc le pont s'effondre. Alors, en pleine guerre, il faut aller vite, donc la solution qui est adoptée est de construire cette passerelle provisoire que vous voyez là. C'est du provisoire qui dure, puisqu'en fait, dans les années 50, elle est toujours en place. Et donc, ça croise l'agenda de renouvellement des ponts de la ville. Notamment un programme de renouvellement des ponts en fonte. Les ponts en fonte sont considérés comme relativement fragiles, impropres à la circulation, et il est question de les remplacer par des ponts routiers. C'est le cas aussi pour ce pont Saint-Louis. Il est prévu de le remplacer par un pont routier qui permettrait d'assurer la continuité entre les rives, et on conçoit d'emblée le pont Saint-Louis comme le prolongement du pont Louis-Philippe pour permettre l'accès à l'île de la Cité. Alors, diapositive suivante. C'est là où, en fait, j'aurais dû encore rester sur la précédente, mais c'est pas grave. Donc, en 62, en fait, le projet ce projet de pont routier est refusé, en fait, est sévèrement jugé par la commission des sites, qui considère qu'il faudrait plutôt un pont piéton. Ça se comprend assez bien dans la mesure où, au fond, l'usage le maintien du provisoire aussi long, en fait, a pu tendre à limiter la circulation dans l'île de la Cité. Et ce contexte polémique, ce contexte de controverse, encourage le Festival du Marais à se rapprocher de Paul Mémon. Alors, je n'ai pas éclairci les conditions de la commande, mais toujours est-il que Paul Mémon, donc, qui est un architecte qui est connu à l'époque notamment pour ses projets d'autoroute sous la Seine, qui ont été publiés qui sont publiés dans ces années dans Paris Match, conçoit ce projet de passerelle piétonne qui, en fait, dans sa configuration générale, évidemment, respecte ce lien entre la hauteur des quais et surtout la question de la navigation, mais qui, en fait, est une proposition alternative, évidemment, un pont piéton, qui n'est pas simplement un pont sur lequel on se déplace, mais un pont sur lequel on peut flâner et s'installer, donc ce que l'on voit aussi sur l'image suivante. Sur l'image suivante. Alors, donc ce projet est conçu à la fin de l'année 64, exposé au Festival du Marais et abondamment publié notamment dans des articles polémiques ou des articles de controverse, notamment par Marc Gaillard, publié par Paul Mémon dans la presse architecturale. Il publie à plusieurs reprises dans l'Architecture d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de le regarder de près. Donc, c'est un pont qui est conçu, c'est une poutre en béton précontraint. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tellement la technique de construction, c'est plutôt le profil de ce pont, puisque vous voyez ici donc cette série d'emmarchements qui, en fait, donc, soit des gradins, soit des emmarchements, mais qui, évidemment, peuvent aussi devenir une forme de mobilier urbain. Et puis, donc, le profil d'ensemble de ce pont
qui est aussi conçu comme une antidote à l'éclairage surabondant, hein, qui est une manière de critiquer les projets des ingénieurs de la voirie de l'époque, avec donc au contraire ce système d'éclairage indirect, hein, qui est proposé sous la rambarde. Alors, ce projet ne sera pas réalisé, vous le savez, mais en fait, il va trouver en fait une fortune critique de différentes manières, hein. La première, voilà, sur la diapositive suivante, c'est que en 1966, en fait, le Conseil de Paris décide que le pont Saint-Louis sera un pont piéton, hein, le qualifiant même de terrasse sur la Seine, même si à l'occasion il peut accueillir une circulation automobile pour des raisons de sécurité. Alors, on invoque les pompiers, mais on imagine bien que ça puisse être aussi des véhicules de police qui passent sur ce pont à l'occasion. Et la deuxième voie de fortune critique du projet de Paul Mémon, en fait, on peut la voir, on peut là peut-être la pister à travers d'autres projets, peut-être les projets d'André Herman et de Jean-Pierre Jouve que Nathalie Simoneau vient de présenter, sur lesquels je vais passer assez vite. Peut-être également les projets de voie express rive gauche. Hein. Je vous propose de voir avec quelques images. Alors, sur la diapositive suivante, donc il s'agit d'une image que vous avez vue il y a quelques minutes, hein, la deuxième proposition dessinée par André Herman et Jean-Pierre Jouve. Bon, je reviendrai dans une seconde sur la passerelle piétonne qui se trouve dans le prolongement du transept, hein, et donc vous avez forcément fait, avec lequel vous avez fait le lien. Ce qui est assez intéressant, c'est justement la manière dont ce projet découle finalement de diagnostic qui est partagé par André Herman et par les ingénieurs de la voirie. Hein, le pont au double existant qui a disparu sur ce projet est considéré comme impropre à la circulation routière. Hein, donc, il fait partie de ces ponts en fonte que le service de voirie souhaite voir remplacer un peu partout à Paris. Donc, voilà. Donc, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Mais ce qui est assez intéressant et assez étonnant, c'est la manière dont, au fond, ce petit pont devient ici, donc avec son doublement, et donc pas simplement deux ouvrages distincts, hein, comme on a pu le voir sur d'autres propositions, mais ici un seul et même ouvrage apparaît peut-être comme l'une de ces voies de ces voies de circulation à quatre voies que précisément on voudrait faire disparaître. Hein, c'est quelque chose d'un peu paradoxal, disons, dans le projet, premièrement. Et là, deuxième chose intéressante, évidemment, c'est la réutilisation cette passerelle piétonne, donc, puisque le pont au double n'a plus son utilité, donc on peut effectivement déplacer, à la fois changer l'affectation et déplacer cette passerelle dans l'axe du transept. Alors, je réalise que j'ai oublié d'évoquer une chose importante sur le projet de Mémon, juste pour une seconde, c'est l'importance de la végétation, hein, dans ce projet. Ici, donc, la présence de ces petits arbustes en caisse peut sans doute faire penser à l'usage qui est encore l'usage fantasmé du pont des Arts. Hein, c'est reste encore l'un de ces exemples forts dans l'imaginaire parisien. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est la place de la manière dont cet ouvrage d'art s'articule avec la végétation à ses extrémités. Ici, vous voyez qu'en fait, au lieu de supposer l'existence d'une continuité en fait dans la circulation, vous voyez qu'en fait, aux deux extrémités, enfin du moins à l'une de ces extrémités, en fait, le pont est bordé par cette haie, hein, qui en fait marque, en fait, isole en quelque sorte le pont et la circulation du reste de son environnement. Alors bon, oui, j'avais mis ça, mais c'est-à-dire on a parlé, donc c'est devenu inutile. Voilà. On peut encore aller à la suivante. Hop, voilà. Alors, on peut également repérer cette forme de parenté, évidemment, avec les projets pour la voie express, hein, la voie express rive gauche. Alors, donc cette voie express est présentée en 1871, à une date où la voie express rive droite est déjà en service, et donc plusieurs variantes, hein, sont étudiées. Les deux variantes principales, donc évidemment, c'est un projet qui porte sur une échelle beaucoup plus grande que ce que je montre là. Je me cantonne ici à ce qui est désigné dans les projets comme le tronçon Notre-Dame. Et les deux variantes principales reposent sur deux hypothèses, hein, un peu différentes. La première, c'est d'accorder une place importante à la circulation à l'air libre. Hein. Donc, autrement dit, cette voie express, elle fonctionne avec deux voies qui sont latérales et qui sont à l'air libre. Ou deuxième solution, donc, consiste au contraire à les enfermer dans des caissons. Alors,
au droit de Notre-Dame, on ne mesure pas forcément la différence entre les deux, hein, puisqu'en fait, la variante numéro 3 qui se trouve, la variante 3 qu'on voit ici à gauche, est recouverte par des terrasses, hein, une manière d'atténuer la circulation automobile au droit de Notre-Dame. Et la variante numéro 1, en fait, l'a fait purement et simplement disparaître, hein, dans ces caissons. Ce qui est aussi une manière de faire disparaître sous terre la circulation de surface. Alors, ces éléments-là sont assez intéressants, hein. Alors, malheureusement, j'ai utilisé les photos publiées dans Paris Projet. Et en fait, les deux photos ne sont pas prises du même angle, mais ça permet de confronter ces deux projets. Alors, on retrouve ici, hein, certains des éléments qu'évoquait Nathalie Simoneau précédemment, donc avec la présence de ces gradins, donc, qui relient le parvis de Notre-Dame que l'on ne voit pas et la Seine. Mais le dispositif est aussi, en quelque sorte, imaginé en miroir, hein, en face, avec une articulation entre la Seine et le quartier. Donc, vous voyez que la circulation a cette fois-ci complètement disparu dans les tunnels souterrains. Alors, ces projets sont sévèrement critiqués par André Ferrigier, hein, qui évidemment trouve ces maquettes belles, mais dit-il, comment ne pas trouver belle une maquette? Évidemment, ce qu'il fustige, c'est ce qu'il appelle la philosophie de drugstore, hein, puisqu'effectivement, cette omniprésence de gradins, de végétation vers la Seine, lui paraît évidemment insupportable. Oui, alors c'était un détail de la même chose. Alors, en fait, donc ce projet est abandonné en 1974 et c'est moins pour ce qui se passe dans ce tronçon Notre-Dame, évidemment, que d'une part, pour un principe général, donc il y a cette crainte que cette voie express, évidemment, contribue au contraire à augmenter la circulation plutôt qu'à la faire disparaître, premièrement. Et deuxièmement, diapositive suivante, c'est évidemment les extrémités de ces voies sur berge, hein, qui soulèvent plus de questions, hein. Et donc, le tronçon au niveau du quai Saint-Bernard sera effectivement un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les aménagements déjà réalisés vont trouver une autre affectation, et donc le port, lui, va être aménagé en petit jardin. Voilà. Alors, oui, 3 minutes, c'est bon, c'est parfait, c'est juste le temps qu'il faut pour conclure. Alors justement, donc à l'issue de cette petite présentation, je voudrais, pour conclure, en fait, je voudrais revenir sur 3 points. Le premier point, c'est la place, le rôle que prend la proposition alternative de Paul Mémon, dans les débats et les projets de cette époque-là. Alors, en soi, c'est assez banal, évidemment, de noter qu'un projet rhétorique peut avoir une fortune critique plus importante que des projets officiels, hein. C'est notamment lié à sa diffusion dans la presse. Mais ce qui me semble assez intéressant ici, dans l'usage qui est fait de ces images, c'est que ce projet semble traduire concrètement un horizon d'attente, hein, l'horizon d'attente à la fois des opposants aux autres projets, et en quelque sorte le succès de ce projet, le fait qu'il puisse être éventuellement digéré par les autres auteurs, tient peut-être à cet aspect-là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est cette fois-ci l'importance paradoxale de ces projets, de projets officiels, de projets repoussoirs pour la voie express. Donc le rôle paradoxal dans la sauvegarde des berges de la Seine, du moins entre la place Saint-Michel et l'île Saint-Louis. Alors, pour le dire autrement, on peut se demander dans quelle mesure le débat et la controverse, qui sont soulevés en fait par la proximité de Notre-Dame, ont profité à la redécouverte des berges. Alors, je dis ça en ayant entre les mains, enfin du moins en ayant sous les yeux les images qui sont publiées dans le Paris Projet de 1973, en ayant en tête, hein, les arguments des opposants à ce projet. Et évidemment, hein, les images qui sont publiées ici sont un procès à charge, hein. On voit que les bas-ports peuvent à l'occasion peuvent trop souvent servir de parking. Ici, les photos qui sont choisies, notamment sur l'image de gauche, servent évidemment à montrer à quel point c'est un lieu qui mériterait d'être requalifié. Et pourtant, lorsque l'on regarde quelques images plus loin, on s'aperçoit à quel point finalement il est difficile de se faire une idée de ce que quelle est la réalité concrète de ces lieux.
Ce qui me semble malgré tout important à comprendre en fait pour ce contexte-là, c'est le statut encore, comment dire, le statut encore interlope que peuvent avoir ces berges dans l'imaginaire parisien. Après tout, le terme même de cagnard, donc les cagnards de l'Hôtel-Dieu ou ceux du Quai de Gesvres, représentait, en fait, traduisait cela, celle d'une foule interlope qui venait se dorer au soleil. Donc ces cagnards étaient tous au plein sud. Donc évidemment, ça n'encourageait pas forcément à reconnaître en fait ces berges comme un lieu de promenade, ainsi que on le trouve pourtant dans l'argumentaire des opposants à ces projets. Et donc l'abandon du projet de voie express, évidemment, sauvegarde le petit pont et le ponton double. En fait, ils ne doivent leur survivance qu'à l'abandon du projet de voie express Wavry et sur la rive gauche, et donc le fait que le projet de Herman, comme de Herman et Jouve, soit en partie asséché. Alors, je ne sais plus quel est l'adjectif qu'a employé Nathalie Simoneau juste avant. Alors, ça me conduit en fait tout naturellement au troisième et dernier point sur lequel je voulais revenir. C'est en fait la coexistence et la proximité de deux processus très différents dans la sauvegarde de ces deux parties si proches. Entre d'un côté le parvis de Notre-Dame, qui lui peut effectivement apparaître comme une version simplifiée, réduite d'un projet qui est, comme on l'a vu, extrêmement conçu, extrêmement fouillé. Et à contrario, juste à côté, le projet des berges, qui lui, au contraire, apparaît plutôt comme une sorte de redécouverte d'un ready-made auquel, finalement, il n'était pas tellement nécessaire de faire autre chose que d'ouvrir les yeux sur lui. Et évidemment, dans les années 70, dans les années 1970, cela s'inscrit dans une conscience de la réappropriation nécessaire du fleuve. Et évidemment, tout ça se concrétisera quelques années après dans les démarches pour l'inscription des berges de la Seine au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Voilà, je vous remercie.